Bonjour et bienvenue à notre dernière séance concernant le chapitre 1, là où on a fait de l'introduction de certains concepts et de la révision de d'autres concepts que nous avions vus auparavant. Aujourd'hui encore un mélange de deux choses, du nouveau et de l'ancien qu'on va essayer de réchauffer. Concernant les acides et les bases, nous avons déjà vu ensemble deux définitions. Assurément une sur les deux. Euh, les acides et les bases vont répondre à la définition de Bronsted-Lowry, un peu plus bas sur la page, celle classique que l'on connaît, ou celle de Lewis, qui est une autre théorie qui pourrait expliquer les acides et les bases, qui est un peu plus générale que celle de Bronsted et Lowry. Commençons donc par la plus générale, et ensuite nous ferons la plus spécifique. Un acide ou une base. Pourquoi on voit ça? Eh bien, lorsqu'on va remarquer la réactivité des molécules organiques, très fréquemment, la réactivité suit l'acidité ou la basicité d'une molécule. Et donc, le comportement réactif et le comportement acide-base, souvent, ça va de pair. Alors, plus on comprend l'acidité et la basicité des molécules, plus on comprend leur réactivité. Selon Lewis, un accepteur de doublet libre, un accepteur de doublet d'électrons libres, c'est ce qu'on appelle un acide. Et donc, un acide de Lewis. Les sources de molécules qui sont capables d'accepter des doublets d'électrons libres sont de deux types. On va avoir les molécules qui sont des cations. Des cations, par exemple, CH3+. Euh, D'autres sources seraient les molécules qui sont neutres, mais qui possèdent des orbitales vides. Par exemple, BH3. Ce sera un exemple. Pour ce qui est des bases de Lewis, eh bien c'est très simple. Les sources sont encore une fois de deux types. Les anions sont des molécules qui sont capables de donner des doublets d'électrons libres. Et les molécules qui sont neutres avec doublet libre. Comme exemple d'anion, on peut prendre n'importe quel anion, mais Cl-, ça en serait un. Pourquoi Cl-? Bien, Cl-, c'est en fait un atome de chlore qui possède 4 doublets libres. Donc forcément, il est capable de donner un de ces 4-là. Un exemple de molécule neutre qui pourrait être une source d'électrons libres, on pense à l'azote. L'azote peut faire 3 liens, donc disons 3 hydrogènes, mais il lui reste aussi un doublet d'électrons libres. Donc, il pourrait potentiellement le donner dans une réaction acide-base avec un acide de Lewis. Comme exemple, pourquoi le bore a un orbital vide? Eh bien, le bore, si je fais la configuration électronique par case quantique du bore, il se trouve être dans la deuxième période, et donc ses électrons de valence sont dans les orbitales 2s et 2p, et il possède 3 électrons de valence pour faire 3 liaisons. Dans le BH3, il est associé à 3 atomes d'hydrogène qui, eux, 3 atomes différents, d'accord, possèdent 3 électrons. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une liaison, 2 liaisons et 3 liaisons pour faire la molécule de BH3. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il reste une orbitale vide autour du bord. Très fréquemment, je vais utiliser cette représentation-là pour représenter les acides de Lewis, où je fais une espèce d'orbitale ronde vide dans laquelle on pourrait, ou une base de Lewis pourrait placer 2 électrons pour faire une liaison. Concernant les réactions qu'on pourrait faire acide-base, donc les réactions acide-base entre deux espèces selon la définition de Lewis, c'est-à-dire un accepteur de doublet puis un donneur de doublet, je vais prendre le BH3 tel que je vous l'ai mentionné précédemment. Et je le place H3B juste pour que ce soit plus facile pour la réaction, mais c'est la même chose que BH3. Et je vais même écrire l'orbital vide. On n'est pas obligé de la mettre, mais au début, plaçons-la pour se rappeler qu'il y en a une. Et je vais la faire réagir avec l'espèce que j'ai mentionnée comme étant une base de Lewis neutre, le NH3. Et je vais même placer le doublet ici, le doublet qui dépasse. On peut même lui faire une petite orbitale si on veut. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une base réagit avec un acide de Lewis? Eh bien, il se passe que les 2 électrons ici vont aller se placer
dans l'orbital vide du bord. Et donc, 2 électrons sont nécessaires pour chaque liaison. Ça donne ici que c'est l'azote qui va fournir les 2 électrons de la liaison avec le bord. Le bord n'en fournira aucun. En NYK, on avait parlé d'une liaison de coordinance, lorsqu'un atome pouvait fournir 2 électrons pour former une liaison covalente. Eh bien, le complexe que ça donne, parce que c'est un complexe qui est fait de 2 choses, c'est un complexe où il y a une liaison bore-azote. L'azote possède toujours ses 3 atomes d'hydrogène. Le bore possède toujours ses 3 atomes d'hydrogène. Sauf que présentement, on se retrouve avec un azote qui était neutre à 3 liaisons, maintenant a 4 liaisons et a perdu son doublet. Il est maintenant en manque d'électrons parce qu'il en a prêté un au bore pour faire la liaison juste ici. Le bore, lui, il était neutre avec ses 3 électrons de valence et ses 3 hydrogènes. Maintenant, il a comme un électron de plus. Il se retrouve négatif. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se doit on se doit de placer ces 2 choses-là, une à côté de l'autre, mais avec les bonnes charges. Et ce n'est pas 2 produits qu'on obtient, mais un seul. Okay? On va pratiquer ce genre d'exemple-là énormément en classe. La deuxième définition d'acide et base, c'est celle plus commune de Bronsted-Lowry, où un acide, c'est un donneur de H+, et une base, c'est une espèce acceptrice de H+. On a tous en tête une espèce acide qui se ressemble à HCl. Ou on peut dire que, dans le fond, c'est H+, et Cl-. Donc, une espèce qui est capable de donner des H+. Un accepteur de H+, comme exemple, ben, ça pourrait être OH-, qui est une espèce qui a, par exemple ici, un oxygène et un hydrogène. Sur l'oxygène, il y a 3 doublets. C'est ces doublets-là qui vont aller chercher le H+. Très souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait la réaction de HCl avec de l'eau. L'eau aussi, grâce à son oxygène et ses 2 doublets, est capable d'accepter des H+. Et donc, toutes les espèces qui vont être capables de donner des H+, ou d'accepter des H+, vont être des acides et des bases de Bronsted-Lowry. Juste par curiosité, si on écrit la réaction entre une base et un acide, dans ce cas-là, eh bien, ce que ça donne comme produit, l'acide donne un H+, selon la définition de Bronsted-Lowry, et la base va accepter le H+. Si la base accepte un H+, pardonnez-moi, H2O devient H3O+, parce qu'il y a un H+, d'additionné, et HCl devient Cl-. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la base qui était là au départ devient un acide conjugué, voilà. Et Cl- provient d'un acide, mais maintenant ce n'est plus un acide, c'est une base qui pourra aller chercher un H+, qui pourra accepter un H+, et comme elle provient d'un acide, on l'appelle une base conjuguée, si vous voulez. Et donc on a un couple. Pour toutes les réactions acide-base de Bronsted-Lowry, on a 2 réactifs, H2O et HCl par exemple, et on a 2 produits, H3+, et Cl-, qui sont conjugués avec les réactifs de départ. Maintenant, pour les acides de Bronsted-Lowry, on est capable, seulement pour les acides de Bronsted-Lowry, on est capable de discuter de la force des acides et des bases. Par exemple, pour discuter de la force des acides, on parle de la constante d'acidité. Constante d'acidité. Vous avez remarqué, j'ai placé la flèche entre les réactifs et les produits comme étant une flèche en équilibre, parce que c'est une réaction qui est en équilibre. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on avait des réactions qui étaient à l'équilibre? On pouvait trouver une constante d'équilibre. Ici, c'est une réaction d'acidité. Donc, c'est une constante d'équilibre d'acidité. Comment on faisait pour évaluer les constantes d'équilibre? On écrivait la concentration des produits à l'équilibre. Donc ici, les produits c'est H3+, et Cl-, divisé par la concentration des réactifs à l'équilibre. On ne plaçait jamais H2O car c'est le solvant, sa concentration entre les réactifs et les produits ne changeait pas. Et on se retrouve donc avec une expression de constante d'acidité H3+, à l'équilibre, Cl- à l'équilibre sur HCl à l'équilibre, tout ça en concentration. C'est ce que veulent dire les parenthèses carrées. Eh bien, si
la constante d'acidité est très élevée. Donc ma flèche vers le haut, ça veut dire très élevé. Ça veut dire que la concentration de H3O+, est très élevée. Alors, l'acide est considéré comme un acide fort. Par exemple, ici dans le cas présent, c'est HCl qui est un acide fort, car il se dissocie complètement ici pour devenir H3O+, et donc l'H3O+, est en très grande quantité. Par exemple, pour HCl, ça pourrait être 10 à la 7 comme constante d'acidité. 1 fois 10 à la 7 à peu près. Les chimistes organiciens détestent travailler avec des très grands chiffres ou des très petits. Par exemple, si HCl est un acide fort, sa constante d'acidité c'est 10 à la 7, eh bien un acide qu'on utilise fréquemment en chimie organique, ou vous, lorsque vous mettez du vinaigre sur vos frites, c'est l'acide acétique. C'est un composé organique, 2 carbones. Sa constante d'acidité, c'est 10 à la moins 5 environ. Si c'est 10 à la moins 5, ça veut dire que c'est un acide faible, tandis que 10 à la 7 pour HCl, c'est un acide fort. C'est difficile de travailler avec les 10 à la 7 ou 10 à la moins 5 ou les 10 à la moins 11 par exemple pour des acides encore plus faibles. Ce que les chimistes ont fait, c'est qu'au lieu de travailler avec le Ka, on va travailler avec le pKa. Le pKa, c'était relié au pH un peu par la même opération mathématique. On fait l'opération du log de la constante d'acidité, par exemple ici 10 à la moins 5 ou 10 à la 7, on inverse le signe et on obtient un pKa. Par exemple, pour l'acide acétique, on obtiendrait un pKa de 5 lorsqu'on fait moins le log de 10 à la moins 5. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de travailler avec des chiffres bas que des constantes d'acidité. Le pKa de l'acide acétique, le CH3COH, c'est 5 environ. Le pKa de HCl, c'est moins 7. L'acide le plus fort, et ceci est à retenir, va posséder le pKa le plus bas. C'est vrai, moins 7 est plus bas ou est inférieur à 5. Et donc ça, c'est l'acide le plus fort, tandis que CH3COH, c'est un acide faible car il a la constante d'acidité la plus basse ou le pKa le plus élevé. D'accord? On va travailler ça énormément. Les réactions chimiques. Les réactions. Si vous avez plus d'espace, vous pouvez écrire sur un petit bout de page ou la page précédente. Les réactions acide-base se font seulement si les produits sont plus faibles que les réactifs. Ça va être notre phrase fétiche. OK? pKa. Ça va être notre phrase fétiche, pardon, je vais arrêter là. Pour déterminer le sens des réactions acide-base lors des exercices. On s'en reparle lorsque nous serons en classe. Voici le résumé de la période. Si vous retournez complètement en haut de votre page, vous avez deux carrés. Deux carrés qui résument ce qu'on vient de voir. Les acides sont les acides de Lewis et ceux qui sont des acides de Bronsted-Lowry sont tous des acides de Lewis. Par contre, il pourrait exister des espèces qui sont les acides de Lewis, par exemple le BH3, qui ne sont pas des acides de Bronsted-Lowry parce qu'elles ne peuvent pas, ces espèces-là, donner des H+. Et donc, tous les acides, par exemple comme H+, qui est un orbital vide, c'est un acide de Bronsted-Lowry. Tous les acides de Bronsted-Lowry sont les acides de Lewis en même temps, mais les acides de Lewis ne sont pas tous des acides de Bronsted-Lowry. Pour ce qui est des bases, c'est beaucoup plus simple. Les bases, la définition de Lewis et de Bronsted-Lowry est pratiquement identique. Donc les espèces, par exemple, comme OH- vont être autant des acides de Lewis, des bases de Lewis, pardon, que des bases de Bronsted-Lowry. À bientôt.